Bon, ben je propose de commencer, Adrien. Je vais Mhm. vérifier s'il y a de nouveaux participants. Je vais d'abord un petit peu te présenter et me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Isaline Lannoy et je suis la tutrice francophone du cours de champion du thé pour la UKT Academy. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce petit webinaire en français sur la plateforme de la UKT Academy et de t'accueillir, Adrien. Donc, Adrien Poncet est directeur de la division professionnelle Brita France, pour donc vous parler de l'eau tea friendly, c'est-à-dire de l'eau pour le thé et des systèmes de filtration. On sait effectivement que l'eau, c'est à peu près 99% d'une tasse de thé. Et c'est pas parce que vous achetez un thé de qualité que vous allez avoir un thé de qualité, une infusion de qualité, si en tout cas vous ne le préparez pas bien et si vous n'utilisez pas une eau qui soit tea friendly justement. Donc, c'est vraiment important de comprendre l'impact de l'eau sur le thé. La UKT Academy travaille depuis 2016 là-dessus, donc en étudiant en fait les valeurs qui impactent, les valeurs de l'eau qui impactent le thé et aussi les objectifs à atteindre. Et donc, elle travaille avec, en partenariat avec Brita en ce sens. Et c'est un sujet qu'on aborde dans la plupart des cours de la UKT Academy parce que déjà au 8e siècle, le célèbre Lu Yu, qui a écrit le premier classique du thé, s'était rendu compte que quand son serviteur lui proposait un thé fait avec le centre, en fait, l'eau du centre de la rivière et le même thé fait avec l'eau stagnante des bords de la rivière, il n'avait pas du tout le même thé, en fait, il n'avait pas le même profil. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ce qui se passe et de savoir quelles solutions mettre en place. Donc, je vais laisser la parole à Adrien Poncet qui va se présenter et donc qui va vous expliquer les solutions possibles de filtration de l'eau pour le thé. Merci Zaline et bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour environ 45 minutes pour parler effectivement d'eau et de thé. Donc bon, tu as déjà fait une belle introduction où tu m'as déjà un peu présenté. Effectivement, moi, ça fait à peu près 10 ans que je dirige la division professionnelle de Brita pour la France et que je suis en lien fort avec tous les autres pays dans lesquels on travaille et notamment les UK. Donc, parfaitement au fait des travaux qui sont menés depuis des années avec la UKT Academy. Et on a mené aussi pas mal de travaux en France dont je vous parlerai. Donc, je vais partager une petite présentation. Vous allez me confirmer qu'on la voit bien et surtout si je passe en diaporama. Est-ce que Parfait. vous la voyez en plein écran? Ouais. OK. Adrien, je vais t'interrompre 2 secondes parce que j'ai oublié de préciser. Si vous avez des questions, si je peux vous demander de les écrire dans le chat box. Et alors, en fin de présentation, on laissera un temps de questions-réponses avec Adrien. Ça va? Voilà, Parfait. merci. Alors, juste pour être sûr, est-ce que la slide a changé et vous arrivez sur la slide programme? Oui, C'est une très bonne nouvelle. Donc, le but d'aujourd'hui, ça va être de creuser, j'allais dire, le plus possible, mais dans un temps limité. Donc, on va s'efforcer d'être synthétique. Plusieurs questions. Pourquoi l'eau est importante pour le thé? S'intéresser aux basiques de l'eau, de sa minéralité, de comprendre pourquoi l'eau est différente d'un endroit à un autre et pourquoi il faut le plus souvent l'optimiser pour notamment les préparations de boissons chaudes. On va voir comment influer sur cette qualité d'eau et comment notamment nos solutions peuvent vous aider à atteindre ces objectifs de façon durable. Et je vais beaucoup insister sur la durabilité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de façons d'obtenir une eau de qualité, mais que ce soit par des bouteilles en plastique ou d'autres technologies qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau, on a souvent cette question de la durabilité qui vient au cœur des préoccupations. Donc, je vais en rester à mon domaine d'expertise, hein, qui est l'eau et la filtration d'eau, c'est-à-dire que les experts produits, c'est vous. Je rentrerai pas beaucoup dans le détail j'allais dire des impacts sur tout, sur la partie infusion. J'en dirai un petit peu, mais là-dessus, on n'hésitera pas dans la session questions-réponses si on a le temps de creuser un peu ce sujet-là. Le but, c'est de parler de l'eau, de sa composition et des technologies de filtration d'eau qui permettent d'atteindre une eau la plus idéale possible pour préparer le thé.
Donc, pourquoi il faut filtrer l'eau pour le thé? Tout simplement parce que, comme on l'a dit en introduction, ça représente 99% d'une tasse de thé, donc ça reste le premier ingrédient, et que si on n'optimise pas l'eau, l'essentiel des eaux du réseau, elles posent des problèmes en termes de goût, d'arôme, et leur minéralité influe négativement sur la préparation, l'infusion, et donc sur l'aspect et le goût du thé. Donc, je pense que vous l'avez, je pense, tous expérimenté, que quand on prépare un thé avec des eaux du réseau, généralement, on n'a pas du tout le même résultat qu'un thé avec une minéralité optimisée. Et pour commencer, je vais remonter rapidement à l'origine de Brita. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire plein de slides sur l'entreprise. Le but, c'est de parler d'eau et de thé, mais simplement pour dire que ce qu'on appelle le test du thé chez nous, c'est une institution depuis l'origine. Brita, c'est une entreprise familiale allemande qui a été créée en 1966 par Heinz Ankamer et qui est détenue aujourd'hui par ses deux enfants à 100%, Marcus Ankamer et Britta Ankamer, parce que Britta, c'est le prénom de la fille du fondateur. Et donc, dès le début, Marcus s'est rendu compte qu'en filtrant l'eau, le thé était vraiment beaucoup plus limpide et bien meilleur en goût. Il a créé ce qu'il appelait le test du thé, qui faisait dans tous ses rendez-vous et toutes ses démonstrations dès l'origine, tout simplement préparant, comme on l'a dit, un deux thés avec une eau non filtrée et une eau filtrée. Et c'était tellement impactant que ça a été un des piliers du début de la croissance de Brita dans le domaine de la filtration d'eau. Et encore aujourd'hui, le test du thé, c'est une institution, c'est-à-dire qu'on le fait actuellement sur tous nos salons, sur tous nos rendez-vous, et on le fait à toutes les personnes qui rejoignent Brita, bien sûr, pour leur montrer l'impact de la filtration. On va attaquer sur la partie basique de l'eau. Donc, ça va être la partie, je vous rassure, je ne vais pas faire trop de chimie, mais on va quand même creuser un tout petit peu. Et on va s'intéresser au cycle de l'eau. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il faut optimiser l'eau, pourquoi elle est très différente d'un endroit à un autre, et pourquoi on peut tout simplement pas, dans l'idéal, utiliser l'eau du robinet, même si elle est de très bonne qualité dans la plupart des endroits en termes de potabilité. Et on reprend une image que vous voyez à l'écran qui va vous rappeler, je pense, les cours de lycée ou de collège en sciences et vie de la Terre. Donc, c'est l'image du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est ce qui va vous permettre de comprendre, encore une fois, que sur la minéralité de l'eau, le taux de métaux, la dureté, le taux de chlore, etc., on a des valeurs qui peuvent varier très facilement de 1 à 10 selon les endroits, voire même sur certaines composantes de 1 à 50. En préambule, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la quantité d'eau sur Terre, elle est stable depuis 3 milliards d'années environ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création ou de déperdition de l'eau. Ça n'empêche pas qu'on parle souvent de crise de l'eau, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais globalement, la quantité est stable et l'eau, elle est présente partout. Elle est présente dans les océans, les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, dans l'atmosphère et aussi dans la biosphère avec tous les organismes vivants. On sait que même un corps humain est composé en grande partie d'eau. Donc, si on prend le cycle, on peut le prendre d'à peu près n'importe où, mais l'eau, on va commencer par les précipitations. L'eau tombe sur Terre sous forme de précipitations qui sont déminéralisées et elle va tomber soit dans les océans et ensuite s'évaporer à nouveau avec l'effet du soleil, soit elle va tomber sur la Terre. Et quand elle va tomber sur la Terre, il va y avoir une phase qui va particulièrement nous intéresser, c'est la phase d'infiltration. C'est-à-dire que l'eau va pénétrer dans le sol et traverser les sols avant d'atteindre les nappes phréatiques qui représentent une des principales sources dans laquelle on pioche, j'allais dire, l'eau qui va nous servir à distribuer un peu partout. Et donc, cette phase d'infiltration, c'est celle où l'eau va se charger de tout ce qu'elle rencontre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si elle traverse un sol qui est très calcaire, elle va se retrouver avec un taux de calcium, magnésium très important. Si elle traverse un sol qui est chargé de certains métaux de façon naturelle, elle va aussi en garder la trace. Donc, elle va prendre toute la partie naturelle des sols et malheureusement, elle va prendre aussi tout ce qui est lié à l'activité humaine. Et là, c'est un petit peu moins positif, voire souvent très négatif, parce qu'on parle souvent de solvants et de polluants liés à l'activité industrielle ou encore plus à l'agriculture. Bon, c'est un sujet qui revient de plus en plus dans l'actualité, les résidus de pesticides notamment qui se retrouvent dans les nappes phréatiques, malheureusement de plus en plus souvent. Donc après, les grands fournisseurs d'eau qui vont fournir l'eau au robinet, bien sûr, ils préfiltrent cette eau pour la rendre potable. Ils ne la distribuent pas telle qu'elle.
Donc, ils vont ramener aux normes de potabilité toute une série de composantes. Mais il y a certaines choses qui ne filtrent pas. Par exemple, ce qu'on peut appeler le calcaire, on va le voir après, qui est du calcium et du magnésium, ça ne pose pas de problème pour la santé, même si on va voir après que ça en pose pas mal pour les préparations des boissons chaudes. Mais ça, il ne le filtre pas, donc c'est-à-dire que ça va garder son taux d'origine. Et aussi, il rajoute beaucoup, en tout cas de plus en plus, de chlore pour la partie, pour prévenir les développements bactériens. Donc, on se retrouve du coup avec une eau qui, même si elle a été optimisée pour la rendre potable, se retrouve chargée de toute une série de choses. Et je pense que déjà à ce stade, vous comprenez que selon ce qu'elle a traversé avant d'arriver dans les nappes phréatiques, on a une composition de l'eau et une minéralité qui va être très différente d'un endroit à un autre. Je vais être très, j'allais dire, parisien dans l'esprit. C'est que si je vais prendre l'exemple de la région parisienne, où entre certains arrondissements de Paris, on a des différences presque du simple au double, parce qu'ils ne prennent pas l'eau au même endroit pour la distribution. Dans les départements limitrophes de Paris, on a des différences du simple au triple, parfois en faisant 10 ou 15 kilomètres. Donc on a vraiment cette grosse différence qui fait qu'on ne peut pas considérer que l'eau, c'est quelque chose qui va de soi. Il faut s'y intéresser et il faut la plus souvent l'optimiser. Pour aller un tout petit peu plus loin, je vais vous résumer quelques notions dont on parle souvent quand on s'intéresse à la minéralité de l'eau, en tout cas. Le terme le plus général, c'est la salinité totale. Le terme peut paraître surprenant, mais très simplement, c'est l'ensemble des sels minéraux qui sont compris dans l'eau. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans l'eau en termes de minéralité. C'est représenté par cette goutte et on a mis toute une série de noms à droite, sodium, potassium, fer, magnésium, calcium, pour résumer tout ce qui est contenu dans cette goutte. Une sous-partie de cette salinité totale, c'est ce qu'on appelle la dureté totale. Ça, on en parle un peu plus souvent. On appelle ça le TH pour les anglo-saxons ou le GH pour les allemands. Donc là, la petite parenthèse, c'est que l'eau, c'est comme le système métrique. Il y a beaucoup de pays qui se sont dit, je veux avoir mes propres degrés de dureté. Ça simplifie pas forcément la compréhension, puisque là, on a déjà les deux principaux. On a aussi des degrés de dureté français que très, très peu de monde utilise, à part les laboratoires d'analyse en France. Mais gardez juste en tête la notion importante, c'est que la dureté totale de l'eau, c'est l'ensemble des ions calcium et magnésium qui sont dissous dans l'eau. C'est tout le calcium et tout le magnésium, la somme, c'est la dureté totale. Et il y a une dernière sous-partie qui s'appelle la dureté carbonatée, qu'on appelle le KH. Pour faire simple là aussi, ce sont les ions calcium-magnésium qui vont se transformer en calcaire lorsqu'il y a un choc thermique. Donc, c'est une sous-partie de la dureté totale, une sous-partie du calcium et du magnésium, celle qui va se transformer en calcaire. Et je vais faire le parallèle avec ces trois notions, avec les principales technologies de filtration qu'on retrouve sur le marché. Vous avez sûrement entendu parler des osmoseurs. Un osmoseur, il va s'attaquer à la salinité totale. C'est-à-dire qu'un osmoseur, il va quasiment déminéraliser l'eau avec une technologie de membrane et il va enlever 97-98% de ce qu'il y a dans l'eau. Sachant que l'osmoseur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien justement pour déminéraliser l'eau. Et il a les petits inconvénients qu'il consomme pas mal d'énergie, hein, ça nécessite des branchements électriques, et que malheureusement, il gaspille pas mal d'eau. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, pour faire 1 litre d'eau osmosée, il y a 1 litre d'eau qui part à l'évacuation. En gros, vous avez 2 litres qui rentrent dans l'osmoseur, et vous avez 1 litre qui va être parfaitement filtré à 98%, et 1 litre qui va concentrer tout ce qu'il y avait dans les 2 litres de départ et qui, lui, va partir à l'évacuation. Et quand je dis 1 pour 1, c'est vraiment dans le meilleur des cas. On a beaucoup d'osmoseurs où il y a 2 tiers de l'eau, voire 3 quarts qui part à l'évacuation. L'adoucisseur à sel, qui est aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler, lui, il va s'attaquer à la dureté totale. Il ne saura pas faire le tri et il va enlever tout le calcium et tout le magnésium pour le remplacer, comme son nom l'indique, par du sodium. Et là aussi, on a consommation d'énergie et aussi une partie de l'eau qui va partir à l'évacuation quand on fait les régénérations avec ce qu'on appelle la saumure. Et après, vous avez les technologies de résine échangeuse d'ions. C'est un terme un peu complexe, mais en gros, c'est ce qu'il y a dans les filtres Brita, par exemple. Et ces technologies-là, elles arrivent à faire le tri pour ne s'attaquer qu'à la dureté carbonatée, c'est-à-dire ajuster le niveau de calcium-magnésium pour ne pas créer de dépôts calcaires, donc protéger tous les matériels, que ce soit des bouilloires, des machines à café,
des fours de boulangerie, des fours de cuisine, des lave-verres, des machines à glaçons, etc., etc. Mais en gardant quand même un petit peu de calcium, magnésium, parce que il est quand même bon d'en garder un petit peu, notamment pour les préparations des boissons chaudes. Pour visualiser ce que je viens de vous dire, on a développé chez Brita des cartes de dureté. Donc, on s'intéresse pas mal, nous, à la dureté KH, puisque c'est ce qu'on va aller traiter notamment. Et on a aussi des cartes sur la dureté totale, sur les chlorures, etc. On ne fait pas de carte de chlore parce que ça, il y en a partout. Mais on a des cartes de dureté où là, on voit encore une fois qu'on a des régions où on a une eau faiblement calcaire et où on a une eau moyennement calcaire et on a une eau très calcaire. Et là, je vous fais un petit teasing sur ce qui viendra dans quelques slides, c'est que le corridor qu'on a défini avec tous les tests qu'on a fait, notamment avec la UKT Academy, le corridor de dureté KH bonne pour préparer le thé, c'est entre 2 et 5. Donc, pour faire simple, vous voyez qu'on a, sur un pays comme la France, très très peu d'endroits où naturellement on aura cette dureté à un niveau acceptable, sachant qu'en plus on ne parle pas de tous les autres aspects, chlore, métaux, qui même quand la dureté est faible sont quand même présents. Et ça, je reprécise, ce ne sont que c'est ce qui est marqué en bas, la petite étoile, ce ne sont que des moyennes, c'est-à-dire que même au sein de certains départements, on peut s'inspirer de cette moyenne, mais il faut s'intéresser à l'eau et idéalement faire sa petite analyse d'eau pour voir exactement ce qu'on a chez soi. J'ai mis en parallèle, alors je ne l'ai pas présenté pareil, mais on en a développé en tout cas sur l'Europe, sur tous les pays, mais ce qui se passe en Belgique, où là-dessus, je pense que s'il y a des Belges parmi nous, ils savent que, enfin je sais qu'il y en a, ils savent qu'il y a des endroits très calcaires en Belgique et qu'il y a des endroits beaucoup, beaucoup moins calcaires. On voit là où c'est en vert. Donc je pense qu'encore une fois, vous avez compris que l'eau est très variable d'un endroit à un autre, qu'il faut s'y intéresser et que la plupart du temps, il faut l'optimiser. La dernière slide, avant de parler un peu plus de l'impact sur le thé et des produits de filtration, c'est pour parler du pH. Là, je vais le faire aussi très court. C'est juste pour comprendre que le pH, c'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on a vu avant. C'est par rapport au GH, au KH, au TH, etc. Ça ressemble, enfin, la sonorité ressemble, mais ça n'a rien à voir. Le pH, en gros, c'est ce qui permet de mesurer l'acidité ou la basicité de l'eau. Là, il faut savoir, on va le voir après, deuxième teasing, que pour le thé, vous vous en doutez, on cherche un pH plutôt neutre, sachant que neutre, c'est entre 6,5 et 7,5. Et c'est juste pour la petite parenthèse, d'avoir un pH qui n'est pas neutre, ça ne veut pas forcément dire qu'on est sur quelque chose de terrible ou de dangereux pour la santé, puisque vous voyez qu'il y a des produits qu'on consomme régulièrement qui peuvent se trouver un peu plus loin sur l'échelle. Après, toute une question de mesure. Vous comprendrez facilement que quelqu'un qui boit du coca toute la journée, il aura quelques soucis à se faire pour l'acidité de son estomac. Voilà pour les basiques de l'eau. Encore une fois, en question-réponse, peut-être que certains auront quelques précisions à me demander. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'impact sur le thé. Et je pense encore une fois, je réinsiste, mais une mauvaise eau équivaut à une mauvaise infusion. C'est aussi clair que ça. Là, sur la photo, on a pris des cas un peu extrêmes. On a pris parmi les pires eaux qu'on peut trouver dans le réseau, avec une eau parfaitement optimisée. Mais sans aller tout le temps sur des extrêmes comme ça, même avec une eau moyennement calcaire, par exemple, moyennement dure, on retrouve des différences assez marquantes. Et comme tu le disais tout à l'heure, Isaline, euh, on peut avoir le meilleur expert avec les meilleurs produits, le meilleur process rituel de préparation du thé. Si on ne fait pas attention à l'eau, tout le reste est gâché. Et là, je vous affiche à l'écran une photo qui est vraie, puisque c'est moi qui l'ai faite, et je suis quelqu'un de confiance. Je l'ai faite lors de tests qu'on a menés avec Karine Baudry en France il y a quelques années. Donc c'est vrai que là, on parle beaucoup de tout ce qu'on a fait avec la UKT Academy depuis longtemps. Et je vous disais qu'en France, on a travaillé avec pas mal avec Karine Baudry, avec aussi Jérémy Tamen ou Lydia Gauthier, qui sont nos principaux partenaires. Et donc là, c'était un rituel très précis où tout était identique en termes de produits, en termes de température, en termes de rituel de préparation. La seule différence, c'était l'intensité plus ou moins forte de la filtration de l'eau. Et vous voyez qu'on retrouvait des résultats qui, pour n'importe qui, pour le commun des mortels, sont marquants. On voit que l'impact est assez énorme. Dès lors, la question, c'est quelle est la bonne eau pour préparer le thé?
Si je voulais être très précis, je vous dirais qu'il n'y a pas une seule réponse, parce que si on veut être parfaitement expert jusqu'au bout des ongles, il faudrait presque une eau par thé. Chaque thé nécessiterait un profil très très précis d'eau, mais chez Brita, dans notre ADN, il y a l'idée de la simplicité, de proposer des choses accessibles, écologiques, économiques, etc., etc. Donc tout notre travail, ça a été d'étudier des choses qui nous paraissent comme des grandes généralités et des choses qui vont marcher avec la très grande majorité des produits, que ce soit thé, infusion, tisane ou même café en méthode douce, hein, parce qu'on a souvent, pour les méthodes douces de café, la filtration, on a souvent besoin des mêmes profils d'eau. Et donc l'idée, ça a été de définir un profil qui, pour l'essentiel des produits, fonctionnera très bien. Et donc voici le résultat. On s'intéresse à plusieurs choses, hein. La minéralité, qui va poser problème à la fois sur la préparation et l'infusion des produits et sur les équipements, comme vous avez compris avec l'entartrage. Il faut être dans le corridor dont je vous parlais tout à l'heure, de 2 à 5 degrés de dureté carbonatée, les degrés KH. Le chlore, c'est simple, il n'en faut pas. Or, il y en a dans toutes les eaux de distribution du réseau. L'odeur, il n'en faut pas, et là-dessus, vous en doutez, hein, mais donc on a aussi dans l'eau, y compris dans l'eau potable, pas mal de petits composés organiques qui eux aussi peuvent poser des problèmes avec des petites odeurs, parfois presque imperceptibles, parfois un petit peu moins, ou qui peuvent réagir avec le thé, par exemple, et créer presque des odeurs parasites au moment de l'infusion. Donc là-dessus, il faut enlever tous ces composés organiques. Et au niveau du pH, il faut là aussi pas avoir un pH qui sera ni trop acide ni trop basique et se retrouver avec un pH neutre, sachant, comme je vous le disais, la définition du neutre, c'est entre 6,5 et 7,5. La question, c'est comment arriver à ces objectifs avec des techniques de filtration. Et je vous le dis dans l'introduction, l'enjeu, c'est d'arriver à ces objectifs avec des techniques de filtration qui permettent d'avoir une gestion durable de l'eau. Là, je vais faire juste ma petite parenthèse de 2-3 minutes sur pourquoi, justement, il faut avoir cette gestion durable de l'eau, pourquoi l'eau est un bien commun essentiel et pourquoi on parle aujourd'hui de crise de l'eau, etc. Donc, on sort un tout petit peu du sujet, mais ça me paraît essentiel. Donc, je disais tout à l'heure, le cycle de l'eau, souvent, on le perçoit comme éternel. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'on l'a largement perturbé. Vous avez peut-être entendu parler des limites planétaires qui ont été dépassées. On a passé la limite planétaire de l'eau bleue, on a passé la limite planétaire de l'eau verte. Il y a un grand système qui définit 9 limites planétaires euh, sur plein d'aspects de durabilité. Et aujourd'hui, donc effectivement, on a passé 6 limites. L'eau bleue, c'est toute l'eau des océans, des nappes phréatiques, des lacs, etc. Et donc là, si on l'a dépassé, c'est qu'on a beaucoup trop pompé d'eau, en fait. Et l'étude qui est sortie récemment, qui fait un peu froid dans le dos, mais qui est très marquante, c'est qu'on a tellement pompé dans les nappes phréatiques qu'on a réussi, en l'espace de 100 ans, à très légèrement désaxer l'axe de rotation de la Terre. Ça, c'est une étude de la NASA qui est sortie il y a peut-être 2-3 ans. Donc, c'est minime, hein, mais c'est juste pour montrer à quel point on a fait ça et à l'échelle de la vie de la planète, hein, des milliards d'années. C'est vrai que 100 ans, ça paraît assez puissant sur la puissance de notre action. Et je parlais de l'eau verte. L'eau verte, c'est une notion qui est sortie un peu plus récemment. Là, l'eau verte, c'est tout ce qui est lié aux végétaux, c'est l'évapotranspiration des arbres, parce qu'il faut savoir que les 2 tiers des précipitations qui tombent sur les continents, ça vient de l'évapotranspiration, j'ai du mal avec ce mot, des arbres. Et donc là, on a tellement déforesté et artificialisé les sols que on a dépassé la limite. Là, je pense qu'on on en parle assez. Donc ça, c'est sur la partie gestion de l'eau. Et l'autre aspect qui pose problème en termes de durabilité, c'est qu'on est encore dans un monde où on utilise énormément de bouteilles en plastique. Donc, il faut savoir, là, je vais citer aussi un chiffre très français, mais en France, on aime bien parler du fait qu'on est souvent champion du monde de foot, mais on est surtout champion du monde des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau minérale en plastique, puisqu'aujourd'hui, on est le 3e pays consommateur dans le monde, sachant qu'avant nous, c'est le Mexique et la Thaïlande qui ont à la fois beaucoup plus d'habitants et beaucoup moins d'accès à l'eau potable. Donc, si on s'en tient juste à périmètre comparable, on consomme aujourd'hui plus de 9 milliards de bouteilles en plastique par an en France. Ça fait un peu plus de 130 litres par habitant et par an. Donc, tout ce qui permet d'éviter ces usages de bouteilles en plastique
c'est bon à prendre et c'est même nécessaire. Voilà pour ma petite parenthèse. Donc, quelles sont les solutions durables pour avoir une bonne eau pour le thé dès lors? Il y a deux gammes chez nous. Il y a une gamme professionnelle que vous avez à l'écran, qui sont des produits qui sont pas très sexy, hein, c'est des gros cylindres en plastique qui se branchent généralement derrière les machines ou sous les robinets, etc. Mais le résultat qu'ils apportent, lui, est vraiment très intéressant, puisque en gros, avec un système qui ne nécessite pas de prise électrique et qui filtre 100% de l'eau qui rentre, c'est-à-dire que vous n'avez pas de déperdition de l'eau, vous arrivez à atteindre tous les objectifs que j'avais dans le petit tableau tout à l'heure. Enlever 100% du chlore, enlever tous les composés organiques qui vont créer les mauvais goûts et odeurs, et ajuster la minéralité pour avoir toujours un résultat dans le corridor entre 2 et 5. On peut même faire un ajustement où on arrive à plus ou moins un demi-degré de dureté, puisqu'on a 8 positions de réglage sur la tête de filtre dès notre produit standard. Hein, ça, ce n'est pas des options qu'on propose en plus. Ça va bien sûr protéger les matériels. Et en plus, c'est très simple à installer. Ça fonctionne verticalement, horizontalement. Et il faut changer la cartouche au moins une fois par an ou quand la capacité est atteinte. C'est pour ça qu'il y a différentes tailles. C'est qu'on a différentes capacités selon la consommation que vous allez avoir. Et je le préciserai tout à la fin de la présentation, mais on est sur des systèmes de cartouches qui sont recyclables. Ça, c'est fait partie aussi de l'ADN Brita. On a une usine de recyclage depuis 1992. Et 100% de nos cartouches sont recyclables, que ce soit dans la gamme professionnelle ou la gamme grand public. Dernier mot sur les cartouches professionnelles, c'est qu'aujourd'hui, elles sont effectivement très, très, très répandues dans le monde du café. Et c'est vrai qu'on considère qu'on a encore, je pense, beaucoup de travail pour les démocratiser dans le monde du thé. Pas forcément parce que les gens ne le souhaitent pas, mais plus parce que je pense qu'on a encore du travail à faire dans la lignée de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de la pédagogie pour expliquer aux gens qu'avec des systèmes comme ça, on peut avoir une eau qui est très bien pour préparer le thé. On a aussi des systèmes pour, je dirais, les particuliers ou pour les semi-professionnels, parce que les systèmes comme ça, on a aussi des gens qui s'en servent dans des boutiques, dans des centres de formation. Sur la gauche, vous avez les produits qui généralement sont les plus connus, hein, qui sont les systèmes de carafes filtrantes, qui, dans les petites cartouches qui, elles aussi, sont recyclables, on va filtrer tout ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, on va ajuster la dureté, on va filtrer le chlore, les composés organiques, les particules, etc. C'est juste qu'on a on a moins de réglages, bien sûr, que sur les systèmes professionnels. Et l'autre système qui est possible, qu'on a chez la plupart des experts que je vous citais tout à l'heure, c'est le robinet filtrant. L'idée, c'est de mettre en place un robinet 3 voies où le mitigeur de gauche de couleur bleue propose de l'eau filtrée, pendant que celui de droite trouver de l'eau non filtrée, ce qui fait que vous pouvez continuer à faire la vaisselle avec le mitigeur de droite, où vous lavez les mains, et sortir de l'eau filtrée avec celui de gauche dès que vous en avez besoin. Et donc là, ça nécessite d'installer un robinet et d'installer un petit filtre sous l'évier directement. Comment ça fonctionne? Là, je vais vous donner aussi les grandes lignes et je vais me concentrer sur le filtre professionnel parce que c'est celui où il y a le plus de complexité. Mais encore une fois, les composantes que je vais montrer à l'écran, il y a les mêmes choses, pas dans les mêmes quantités, mais il y a les mêmes matières premières dans les filtres les plus grands publics, comme toutes nos gammes de cartouches pour carafe. Donc, l'eau du réseau va rentrer dans le filtre. Elle va d'abord subir ce qu'on appelle une préfiltration pour enlever les grosses particules, les grosses impuretés du réseau. Puis elle va passer dans la grande partie centrale qui est la résine échangeuse d'ions, la fameuse résine dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elle, va agir sur la dureté carbonatée et sur la réduction des métaux, qui peuvent être là de façon naturelle ou à cause, malheureusement, de l'état des réseaux. Là, je cite aussi un chiffre français, mais les réseaux d'eau, généralement, il faut les renouveler tous les 50 à 60 ans. Et nous, on a plus de 50% de notre réseau qui a plus de 60 ans. Donc, c'est un des gros enjeux aussi, qui est assez peu connu, mais c'est l'entretien et le renouvellement des réseaux de distribution, parce qu'un des symptômes, c'est qu'on peut se retrouver progressivement avec un peu plus de métaux dans l'eau. Troisième étape, la filtration par charbon actif. Et là, on va voir juste après que c'est quelque chose, notre charbon actif est entièrement organique. Il n'y a rien de chimique ou d'artificiel dedans. Donc lui, il va retenir l'ensemble des goûts et odeurs et notamment du chlore. Et ensuite, il y a
une dernière filtration, particules fines, jusqu'à 10 microns, qui va faire une dernière optimisation de l'eau. Et donc, quand l'eau est passée dans toutes ces couches, je le reprécise uniquement avec la pression du réseau, il n'y a pas besoin d'avoir de l'appareillage ou des connexions électriques, elle va sortir optimisée pour respecter le tableau que je montrais tout à l'heure. Et il y a les petites flèches rouges qui peuvent poser question. J'ai une slide qui l'explique après, qui explique en fait ce qu'est le bypass. Le bypass, c'est simplement le réglage qui permet justement d'avoir une eau qui sort à une cible précise en termes de dureté, quel que soit le niveau qu'elle a en entrée. Je le reprécise juste après. Donc la résine échangeuse d'ions, faites pas attention sur les détails chimiques, mais c'est simplement qu'elle va agir comme un aimant, c'est-à-dire qu'au début, c'est des petites billes qui sont chargées avec de l'hydrogène. Donc là, je fais le parallèle avec l'adoucisseur à sel qui lui rejette du sodium. Nous, on reste avec un composant qui est déjà présent dans l'eau. L'eau, c'est H2O, donc l'hydrogène est quelque chose de déjà bien présent. Et donc, en gros, la bille va faire de l'échange d'ions. C'est pour ça que ça s'appelle la résine échangeuse d'ions. Elle va retenir le calcium et le magnésium et le transformer dans l'eau qui va partir avec l'hydrogène. Le charbon actif, je le disais, c'est de l'écorce de noix de coco carbonisée et concassée. Donc, c'est un produit présent dans la nature, en fait, qui, transformé de cette façon-là, a un pouvoir d'absorption extraordinaire et permet de garantir sur toute la durée de vie de la cartouche de retenir 100% du chlore et de diminuer les composés organiques qui peuvent altérer le goût et l'odeur. Et le fameux bypass, c'est un petit peu mathématique, mais le principe, je vais afficher tout le schéma, j'espère que vous allez bien le voir, c'est que quelle que soit l'eau d'entrée, donc dans la goutte de gauche, l'idée c'est de cibler, là j'ai pris un exemple, on cible 3 degrés. Vous vous souvenez que le corridor c'est entre 2 et 5. Donc l'idée c'est de se dire que nous, notre résine, elle va enlever toute la dureté carbonatée. Alors comment on fait pour en garder un peu à la sortie? Simplement on crée une sorte de dérivation dans la cartouche qui fait qu'il y a une partie de l'eau en fonction du réglage qu'on va définir, là on est parti sur 30% au milieu, mais il y a une partie de l'eau qui va passer dans toutes les couches de filtration et donc sortir avec 0 kH, 0 degré de dureté carbonatée, et il y a une partie de l'eau qui va ne passer que dans la partie charbon actif et filtration particules, c'est-à-dire qu'elle va être traitée sur tous les aspects, goût, odeur et particules, mais elle va conserver sa dureté d'origine. Et donc là, si on est sur un bypass à 30%, c'est une règle de 3, ni plus ni moins. Vous avez 70% de l'eau qui va sortir à 0 et 30% de l'eau qui va sortir à 10, et elle se remélange à la sortie, et ça fait une eau à 3. Et si on avait une eau, je ne peux pas faire les calculs en direct, mais si on avait une eau qui est à 15 ou 16, comme dans la région de Bruxelles, il faudrait mettre le bypass plutôt à 20. Si vous avez une eau qui est à 8, comme dans la région du sud-est parisien, on met le bypass à 40, 50, ça dépend encore une fois de la cible qu'on se donne. Et c'est la dernière slide de ma présentation, donc on aura effectivement quelques minutes pour les questions-réponses. C'était pour vous dire que voilà, la petite cerise sur le gâteau qui est importante. J'ai assez parlé de durabilité, je pense que vous l'avez bien compris. On a notre usine de recyclage depuis 1992. Là, le schéma que vous avez à l'écran, c'est le schéma du cycle de vie des cartouches professionnelles, mais ça s'applique tout aussi bien aux cartouches pour les produits grand public. C'est-à-dire que nous récupérons les cartouches. Pour les professionnels, on a des gros bacs de récupération chez la plupart des fabricants de matériel, installateurs de matériel, etc., etc. Sur la partie grand public, c'est plus avec nos partenaires de grande distribution qu'on a des bacs de récupération. Et donc aujourd'hui, tous nos filtres sont recyclables et très simplement, quand ils retournent à l'usine Brita, on les démantèle. On a des partenaires dans l'industrie plastique qui récupèrent le plastique. Ça peut être pour du mobilier urbain, par exemple, des bancs, des chaises, des choses comme ça. Le charbon actif va repartir en station d'épuration. Et la résine échangeuse d'ions, c'est là que c'est intéressant pour nous, mais pour tout le monde, c'est qu'on peut la régénérer. C'est-à-dire que la résine échangeuse d'ions qui a fait son échange avec calcium, magnésium contre hydrogène, il y a un process chimique que je ne détaillerai pas qui permet de régénérer cette résine et qu'elle peut être réutilisée dans les produits Brita. Et le petit plus, c'est qu'une résine régénérée est un peu plus efficace qu'une résine de base. Donc en plus, plus la résine a de vie sur le marché, plus elle va être efficace. Et donc aujourd'hui, on réutilise une majorité, je recommence ma phrase, une majorité de la résine qui est utilisée dans nos nouveaux filtres et de la résine régénérée qu'on prend dans notre usine de recyclage.
Donc, j'en arrive au bout de ma présentation. J'espère que vous avez appris des choses, que vous voyez un peu plus clairement, encore une fois, pourquoi l'eau est très différente d'un endroit à l'autre, pourquoi elle nécessite d'y prêter une grande attention, et notamment dans la préparation du thé, et surtout que vous voyez un peu plus clairement qu'il existe des solutions simples à mettre en œuvre et durables qui permettent d'atteindre l'objectif d'avoir